Mon nom, c'est Octave Cornea. Je suis le directeur du CRM et je suis très content qu'on peut recommencer ces grandes conférences du CRM. Et je suis très content de voir tant de gens dans cette salle. Et puis, je sais qu'il y a encore des centaines qui sont connectés sur Zoom. Je remercie à Henri Darmon qui est là devant et puis à Christian Rousseau qui ont préparé cette conférence pour nous. Et je passe le micro à Christian qui va introduire notre conférencier de ce soir. Bon, alors, bienvenue à tous. Ça me fait plaisir de vous voir et de vous reconnaître, plusieurs d'entre vous, malgré les masques. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Yoshua Bengio. Bon, je pense que vous êtes nombreux parce que c'est un nom dont vous entendez parler souvent, soit à la télévision ou dans les journaux. Yoshua a fait son doctorat à l'Université McGill en 1971. Il a fait un postdoc au MIT. 91. 91, pas 71. Merci beaucoup. Pourtant, j'avais l'image 1991 dans la tête. Et ensuite, il est revenu comme professeur au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal. Je lui ai fait raconter l'histoire de l'intelligence artificielle. Le terme est dans l'air depuis les années même 1950 avec Turing. Mais il y a eu une période sombre de l'intelligence artificielle entre 1995 et 2010. C'était l'époque où Yoshua était au début de sa carrière et c'était une période où c'était même difficile de se faire publier. Et il y a eu un rebond de l'intelligence artificielle quand les compagnies se sont intéressées au sujet. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un rebond? C'est parce qu'il y a eu vraiment une percée. La percée, c'est d'introduire les réseaux de neurones. Ça a été introduit conjointement par Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton et Yann LeCun. Et pour ça, ils ont reçu le prix Turing, qui est l'équivalent d'un prix Nobel en informatique en 2018. Alors, Yoshua, donc, fait une carrière de recherche exceptionnelle, mais on a beaucoup de chance qu'il a décidé de travailler pour Montréal. Il aurait pu prendre un poste n'importe où. Et à Montréal, il est le directeur scientifique du laboratoire MILA, qui encadre pas moins de 500 chercheurs postdoctoraux et étudiants qui travaillent dans le sujet en intelligence artificielle. Yoshua Bengio est également le directeur scientifique d'IVADO, alors l'Institut de valorisation des données, qui est un centre de transfert. Donc, comment est-ce qu'on fait pour amener les idées de l'intelligence artificielle pour qu'elles puissent servir à la fois dans les compagnies et à la société? Donc, c'est vraiment à côté du travail de scientifique, il y a tout ce travail pour mettre Montréal sur la carte en intelligence artificielle et pour avoir ce foisonnement d'idées et de créativité qui est à Montréal. Alors, on est vraiment très reconnaissant à Yoshua Bengio pour tout ça. Bon, alors, ce soir, vous êtes tous venus pour l'écouter, donc je vais lui passer la parole. Il va nous parler d'intelligence artificielle entre généraliser et comprendre. Merci, Christiane. Ça me fait très plaisir de donner cette conférence ce soir. C'est la première conférence en présentiel que je donne depuis le début de la pandémie. Donc, celle d'avant, c'était en février 2020, juste avant que les choses tournent au vinaigre. Et en plus, c'est en français, donc ça me fait chaud au cœur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de concepts qui sont assez important dans ce que j'ai fait dans le passé, puis aussi vers où je vais avec mon équipe et beaucoup d'autres chercheurs dans le monde pour essayer de passer à une prochaine étape parce que les ordinateurs d'aujourd'hui sont encore très loin du niveau d'intelligence des humains. Et dans les dernières années, on a commencé à comprendre un petit peu ces limitations. Donc, excusez-moi, là, est-ce qu'on pourrait remettre les slides? Parce que... Ouais. Donc, on va avancer. Je vais commencer avec les tout débuts de mon trajet personnel. Qu'est-ce qui m'a amené dans le domaine de l'intelligence artificielle et en particulier des réseaux de neurones, ce qui est devenu plus tard, dans les années 2000, l'apprentissage profond. C'est
on pourrait dire, ce que j'appelle en fait une hypothèse extraordinaire. L'hypothèse extraordinaire, qui n'est toujours pas disons, vérifiée, qui va prendre du temps avant qu'on puisse en être sûr, c'est qu'il existerait des principes relativement simples, comme les lois de la physique, mais pour expliquer l'intelligence. Puis quand je dis l'intelligence, je dis l'intelligence en général, donc celle des animaux, la nôtre, et évidemment, si on comprend ces principes, on peut construire des intelligences artificielles. Alors, à cette époque-là, cette idée-là, je l'ai absorbée dans des lectures et j'ai trouvé ça tellement fascinant que j'ai décidé d'en faire de travailler là-dessus pour ma maîtrise, mon doctorat, et puis ben voilà, j'y suis encore. Donc, c'est comme ça que la passion a commencé. Et à l'époque, ce n'était pas nécessairement une hypothèse qui était l'hypothèse de travail, disons, la plus commune dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'approche générale dans les années 80, donc quand j'ai commencé, c'était plutôt de dire l'intelligence, elle vient de connaissances, puis nous, les humains, on a beaucoup de connaissances, donc on va donner ces connaissances à l'ordinateur. Ça veut dire que finalement, l'intelligence, elle se caractérise par une espèce de sac de faits, de règles, comme quelque chose d'encyclopédique, des normes qu'il faudrait qu'on communique à la machine. Alors que la perspective ici, c'est de dire quelque chose de très simple, comme une équation qui serait comme l'explication de l'intelligence. Bon, c'est peut-être extrême, là. Aujourd'hui, je suis un peu plus réaliste, peut-être pas une équation, peut-être 10 équations, mettons. OK? Fait que c'est ça qu'on cherche à faire. Donc, là, je saute pas mal d'années et nos recherches sur les réseaux de neurones, l'apprentissage profond, ont vraiment décollé dans les années 2000 avec des réseaux de neurones à plusieurs couches qui ont donné le nom à apprentissage profond, deep learning en anglais. Et puis, ben, peu de temps après qu'on ait ces percées, disons, plus académiques, des industriels comme les gens de IBM, de Microsoft et de Google ont commencé à expérimenter ces méthodes-là sur la reconnaissance de la parole. Et soit dit en passant, la reconnaissance de la parole, c'est l'application sur laquelle j'avais travaillé pour tester mes algorithmes dans les fins des années 80, début 90, pendant mon doctorat. Donc, je connais assez bien ça. Et pendant les années 90, les progrès dans ce domaine-là ont été assez bons, surtout parce qu'on avait plus de données, mais les méthodes n'ont pas changé depuis les années 80 jusqu'à 2010, où tout d'un coup, on a commencé à expérimenter avec ces réseaux de neurones profonds et le taux d'erreur est passé très rapidement, disons, beaucoup plus bas qu'il était auparavant. Et là, très, très vite, les compagnies ont compris que ça pouvait être intéressant. Et entre 2010, où il y avait ses premiers résultats, et 2012, donc 2 ans, Google a transféré ça sur les téléphones Android. Donc, déjà en 2012, les téléphones Android avaient les réseaux de neurones pour la reconnaissance de la parole. Puis après ça, ça a fait que s'accélérer. Donc, en 2012 aussi, il y a eu un résultat qui a vraiment changé la donne. C'est des performances de ces réseaux profonds, non pas sur la parole, la reconnaissance des mots à partir des sons, mais sur la reconnaissance des contenus des images. Donc, des images qui contiennent, mettons, un millier de catégories d'objets différents. La machine doit dire est-ce que c'est un chat, un chien, un tableau, une chaussure, une personne, etc. Et donc, les gens en vision informatique avaient dit à mon collègue Jeff Hinton, bien, toutes vos histoires d'apprentissage et de réseaux de neurones, là, on y croira le jour où vous allez vraiment avoir des résultats significatifs sur ces grosses bases de données avec des milliers de catégories qui sont vraiment difficiles et personne n'a réussi à faire quelque chose de bien. Et voilà, c'est arrivé en 2012. Ils ont gagné la compétition, mais pas seulement gagné la compétition, mais de très, très loin. Puis après ça, dans toutes les années qui ont suivi, ça a continué à s'améliorer avec beaucoup d'autres équipes qui ont joué avec les architectures de réseaux de neurones, les algorithmes. Ce qui fait qu'à partir de pas longtemps, à partir de 2015, on était en dessous du niveau d'erreur des humains sur cette base de données. Ce qui ne veut pas dire qu'on a des systèmes de vision informatique qui sont mieux que la vision humaine, mais
pour d'autres raisons, là, en gros, parce qu'il y a des catégories que les humains ne connaissent pas, tout simplement, que la machine a appris et elle peut généraliser sur des nouveaux exemples. Puis ensuite, une autre percée là, qui est venue directement d'ici à Montréal, dans mon labo, où on utilise des réseaux de neurones, mais un petit peu tournés à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre une fonction qui part de l'image et qui produit une catégorie, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on apprend une fonction qui est aléatoire, c'est-à-dire qui produit à chaque fois des résultats différents et qui va permettre d'échantillonner des images, donc d'inventer des images qui n'existent pas. Donc, par exemple, si on l'entraîne à voir avec des images de visage, ce qu'on voit surtout ici, elle va pouvoir générer des images de visage. En fait, tout ce que vous voyez là n'existe pas autre que dans l'ordinateur. Ces gens-là n'existent pas. Okay? C'est des images inventées par ces algorithmes qu'on a développés en 1994. Vous remarquez, c'est toutes des belles personnes parce qu'ils ont été entraînés sur des images de vedettes et des choses comme ça. Là. Donc, surtout les femmes, on dirait, je ne sais pas, en tout cas. C'est peut-être moi qui est biaisé. Et vous voyez aussi le progrès de la technique. C'est-à-dire, c'est quand même une illustration intéressante pour voir qu'on part avec un algorithme. Mettons, en 2014, quand on a fait notre papier, bon, ça, c'était le genre de visage qu'on pouvait générer puis qu'il y avait dans notre article. Et puis, vous voyez, 2015, 2016, 2017, 2018, d'autres groupes ont repris ça, ont amélioré les choses, puis on arrive à des trucs incroyablement réalistes qui sont aujourd'hui utilisés dans beaucoup d'applications. Mais ce n'est pas seulement des images qu'on peut générer. En fait, on peut échantillonner d'à peu près n'importe quelle distribution pour laquelle on a des données qui sont des exemples d'une distribution qu'on n'est pas capable de caractériser de manière analytique, mathématique, ou pour laquelle on ne sait pas comment tirer des nouveaux échantillons. Et là, à partir de ces exemples de la distribution, des tirages de cette distribution qui sont les données, comme des images, par exemple, on peut entraîner un système qui essaye de faire quelque chose de semblable. Donc, qui capte quelque chose de la distribution. On peut aussi faire ce qu'on appelle des distributions conditionnelles, c'est-à-dire générer quelque chose à partir de certaines entrées, certaines caractéristiques. Par exemple, ici, la machine lit la phrase. Donc, on peut mettre des mots en entrée aussi avec les réseaux de neurones modernes, des phrases, à peu près n'importe quoi, des graphes, et produit une image à différents niveaux de résolution qui correspond. Donc, il y a une certaine compréhension, même quand même primaire, là, mais qui est présente. Et bon, donc ça, c'est intéressant. Puis, 2 ans plus tard, une autre percée qui vient de la compagnie DeepMind, qui a été achetée par Google en 2013, justement une des premières compagnies qui faisait de l'apprentissage profond. Mais eux, ils font la combinaison d'apprentissage profond et ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire où l'ordinateur apprend une stratégie de décision. Donc là, par exemple, quand on joue au jeu de Go ou on joue aux échecs, une stratégie de décision, c'est étant donné la situation du jeu, qu'est-ce que je fais? Puis, on va faire plusieurs décisions comme ça et peut-être à la fin du jeu seulement, on va me dire si j'ai bien fait ou pas. C'est très différent de la situation qu'on a, par exemple, ici, où on donne des exemples à la machine de ce qu'on aimerait qu'elle fasse, générer des images, par exemple, ou la reconnaissance d'objets dans des images ou la parole, où on donne à la machine des paires entrée-sortie. On lui dit, mettons, pour telle entrée qui est une phrase, produit telle image. Ça, c'est l'apprentissage supervisé. Dans l'apprentissage par renforcement, la machine doit, on ne lui dit pas quoi faire, on lui dit seulement si ce qu'elle a fait était bien ou pas bien. Et c'est quelque chose qui est plus complexe, mais qui permet d'apprendre à partir de quelque chose de beaucoup moins détaillé sur ce que l'ordinateur doit faire, et en particulier apprendre à jouer à des jeux, à prendre des décisions optimales selon une certaine fonction objective qu'on peut calculer sans pouvoir savoir quelle est la bonne action pour n'importe quel contexte. Donc là, ils ont battu le champion du monde en 2016 et depuis, finalement, là, ça s'est amélioré. Finalement, ce jeu-là, où on pensait que les humains continueraient à être supérieurs aux machines pendant très longtemps parce qu'on ne peut pas utiliser la force brute de calcul pour résoudre ce problème. Il y a trop de possibilités. Les méthodes d'IA classiques utilisaient la recherche dans des arbres de décision pour
finalement battre l'humain par la capacité de regarder des millions et des millions de coups possibles. Mais là, ce n'est pas ça qui se passe. C'est quelque chose qui ressemble plus à l'intuition. C'est-à-dire qu'en fait, la machine regarde le jeu et dit « je pense que c'est mieux là. » Okay? Puis elle n'a pas besoin de faire une recherche dans si je joue ça, puis elle joue ça, puis il joue ça. On le fait aussi pour améliorer un petit peu, mais même sans cette recherche-là, la machine, elle a développé une espèce de compréhension intuitive, visuelle de quel serait le meilleur coup. Et je vais revenir sur cette notion d'intuition parce que c'est un élément intéressant. Autre percée plus récente, cette fois-ci dans le domaine de la biologie fondamentale qui, selon moi, va avoir des conséquences énormes pour la médecine. Un problème qui semblait pas solvable avant longtemps, sur lequel les biologistes planchent depuis des décennies, c'est comment convertir la description d'une protéine sous la forme d'une séquence de résidus d'aminoacides, donc la description avec des centaines de lettres de la protéine, à la forme tridimensionnelle, où est-ce que tous ces atomes vont se placer dans l'espace. Et beaucoup de méthodes ont été essayées depuis des décennies. Puis vous voyez là, il y a un concours international pour essayer d'évaluer les différentes méthodes. C'était pas mal stagnant depuis une dizaine d'années. Et là, 2018, un premier système basé sur l'apprentissage profond. 2020, c'est le dernier en date, AlphaFold de DeepMind encore, qui approche la performance optimale qu'on peut obtenir de manière expérimentale. C'est-à-dire qu'on prend ces protéines puis on fait de la cristallographie pour avoir la structure 3D. On est presque à ce niveau-là. Donc, puis j'imagine que dans les prochaines années, ça va encore s'améliorer. Donc, c'est pas mal impressionnant, tous ces progrès depuis une dizaine d'années, grosso modo, basés sur des avancées scientifiques de la décennie d'avant, puis évidemment, toujours comme la science fonctionne sur les décennies qui ont précédé aussi. Et maintenant, je vais essayer de réfléchir avec vous sur c'est quoi les défis, c'est quoi qui nous reste à faire, en quoi est-ce qu'on a réussi à faire, ce n'est pas suffisant pour s'approcher de l'intelligence humaine, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'en approcher. Alors, on va revenir à quelque chose de très fondamental et un petit peu mathématique, mais je vais essayer de l'exprimer là, de manière visuelle. Ce qu'on essaie de faire avec l'apprentissage automatique, souvent, c'est apprendre une fonction. Donc, une fonction, ça apprend une entrée comme une image, par exemple, puis ça produit une sortie comme une catégorie, un nombre, etc. Et mettons, si on essaie de comprendre comment est-ce qu'une machine pourrait apprendre une fonction, si on lui donne des exemples d'entrée-sortie. Si je prends que ma fonction, elle prend un nombre, mettons entre 0 et 10, puis que je vais diviser mes intervalles là, en 10 intervalles, 0 à 1, 1 à 2, etc. Puis je regarde, je mets mes exemples dans chaque intervalle. J'ai un certain nombre de cas dans la catégorie 0, combien il y en a dans la catégorie 1, etc. Je peux juste compter le nombre de fois que j'ai des réponses, mettons des 1 ou des 0 dans chacune de ces cases-là. Puis je vais être capable d'approximer cette fonction-là avec une certaine précision. Et il y a beaucoup de méthodes en statistique depuis très longtemps là, qui nous permettent de faire ce genre de choses. Maintenant, ce que j'ai fait ici pour apprendre cette fonction-là, c'est que j'ai eu la possibilité pour chacune des valeurs possibles qui m'intéressent d'avoir assez d'exemples pour calculer la réponse moyenne dans chacun de ces intervalles. Si j'ai juste une seule dimension puis que j'ai divisé mon espace en 10 valeurs possibles, j'ai juste 10 cas de figure. C'est facile. C'est une fonction qui peut prendre en argument que 10 valeurs possibles. Mais si j'ai, mettons, 2 variables en entrée, mettons la température et la vitesse de quelque chose, à ce moment-là, ben, je dois regarder, même si je divise chacune de ces variables en 10 valeurs possibles, maintenant j'ai 10 fois 10 configurations d'entrée possibles. Et ça veut dire qu'il me faudrait quand même quelques centaines d'exemples pour être sûr de couvrir à peu près tous les cas de figure
et d'avoir assez de données dans chaque case pour pouvoir dire avec une bonne précision quelle serait la réponse qu'on devrait avoir pour cette fonction-là. Si par contre, à la place de 2 variables, j'en ai 3, bien là, c'est 10 fois 10 fois 10, là, on a 1000 cases. Peut-être que je ne vais pas avoir assez de données pour couvrir toutes les cases. Évidemment, même si j'ai 10 000 exemples, ce n'est pas sûr qu'ils soient distribués uniformément. Je vais peut-être avoir des cases vides. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces cases vides? C'est-à-dire que là, c'est comme des configurations où je n'ai pas de données. Il faut que je devine la réponse. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Puis ça, c'est juste 3 variables. Quand on regarde les images comme tantôt, mettons que c'est une image avec 1000 par 1000 pixels, mais ça, c'est 1 million de variables. Puis même si je prends ces variables-là, puis j'ai juste un bit là, allumé ou éteint pour chacune de ces variables, c'est 2 exposant 1 million possibilités. C'est sûr que je n'aurai pas 2 exposant 1 million exemples pour me dire quelle est la fonction que je vais apprendre. Donc ça, c'est le problème qu'on appelle le fléau de la dimension. C'est plus compliqué que ça, le fléau de la dimension, mais disons que la base de ça, c'est que plus l'ensemble des configurations sur lesquelles on veut pouvoir calculer notre fonction est grand, et plus ça va être difficile de trouver assez d'exemples représentatifs pour couvrir tout ce qui nous intéresse. Ça, c'est vraiment la base du défi mathématique là, derrière l'apprentissage. Donc, comment est-ce qu'on peut quand même généraliser? Comment est-ce que nous, on généralise? Bon. D'abord, il y a une idée très simple qui est la base de ce qu'on appelle les statistiques non paramétriques. On va dire, ben, OK, je ne peux pas connaître la réponse dans une case où je n'ai pas de données, mais je peux regarder dans le voisinage. C'est quoi la case la plus proche où j'ai des réponses? Okay? Puis là, il y a plusieurs manières d'aborder, exploiter ça. Mais malheureusement, quand on étudie ça un petit peu mathématiquement, on se rend compte que ça ne règle pas le problème. Là, en haute dimension, il y a tellement d'autres cases qui sont à peu près à la même distance et qui sont loin de moi que je ne sais pas laquelle utiliser comme voisin, puis finalement, je n'ai pas de bonne manière de généraliser. Donc, en fait, jusqu'à, mettons, l'avènement des succès des réseaux de neurones, beaucoup de gens pensaient que ben, c'est juste un problème qu'on ne sait pas résoudre. Mais en fait, quand même, je vous ai montré plein de cas de figure où les algorithmes d'apprentissage sont capables de donner des bons résultats, malgré que la dimension de l'entrée est énorme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on va faire des suppositions sur la forme de ces fonctions qui nous intéressent. Si on ne suppose rien, ben, à ce moment-là, comme ici, si on ne suppose rien du tout, je peux rien dire sur les cases où je n'ai pas de données. Mais si je suppose que la fonction que je vais apprendre, elle est lisse, c'est-à-dire qu'elle ne varie pas trop, je peux regarder dans le voisinage. Bon, il se trouve que ce truc-là n'est pas assez puissant. Il nous donne un avantage, mais pas assez fort d'un point de vue de combinatoire là, qui est sous-jacent. Mais il y a d'autres hypothèses qu'on peut faire et qui sont exploitées dans les réseaux de neurones et qui vont nous permettre de généraliser, c'est-à-dire de produire des bonnes réponses dans des cases, dans des configurations qui sont très loin des données d'entraînement qui vont fonctionner. Et en fait, une grande partie du travail de recherche sur les réseaux de neurones, puis l'apprentissage profond, ça a été d'aller chercher de l'inspiration sur comment les humains, eux, font ça, comment ils généralisent. Puis les réseaux de neurones classiques, sans nécessairement réfléchir au point de vue mathématique derrière ça, tout simplement disent, bon, ben, le calcul qui est fait dans le cerveau, c'est obtenu à partir de la combinaison des calculs de milliards, en fait, 100 milliards de neurones où des quantités qui sont produites par une unité de calcul sont envoyées à une autre. Finalement, pourquoi est-ce que ça fonctionne, ça? On commence à le comprendre aujourd'hui. C'est parce qu'on a décomposé une fonction très complexe en un paquet de plus petites fonctions qui vont être composées. Composées, ça veut dire que on combine plusieurs calculs, que la réponse d'une fonction va être l'entrée d'une autre, etc. Puis ça a l'air tout simple, mais par exemple, quand on écrit un programme informatique, on exploite ça. On écrit plein de petites fonctions, puis après, on peut les composer ensemble de différentes manières, puis c'est très, très puissant. Et en fait, ça permet de généraliser d'une manière qui est exponentiellement plus puissante que simplement dire la fonction que je cherche, elle ne varie pas trop, elle est lisse.
Donc, on ne pourra pas, avec ces approches-là, apprendre n'importe quelle fonction, mais seulement les fonctions qui ont cette espèce de structure combinatoire. Puis, il y a un théorème mathématique des années 90 qui dit qu'en fait, en apprentissage automatique, il n'y a pas de free lunch, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode complètement générale qui pourrait dominer tous les autres algorithmes d'apprentissage, c'est-à-dire que sur n'importe quelle distribution, pourrait faire mieux que toutes les autres. En fait, ça n'existe pas. Ça veut dire que toute méthode qu'on utilise qui a des chances de généraliser, elle va être bonne pour certains problèmes, certains univers, puis pas nécessairement bonne pour d'autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, bien, dans l'univers dans lequel on est, c'est quelle sorte de fonction qu'on veut apprendre? Puis, c'est là que ça devient intéressant de regarder la nature, parce que l'évolution a comme découvert, avec beaucoup de millions d'années, des principes qui sont implicites là, dans notre tête, dans ceux des animaux, qui exploitent des caractéristiques de l'univers tel qu'il est. Et entre autres, c'est cette idée de compositionnalité là, sur laquelle je vais revenir. Donc, par exemple, dans l'apprentissage profond, tout simplement, cette idée de compositionnalité, elle arrive dans le fait qu'on va calculer la réponse à une question. Mettons, la question, c'est une image, puis la réponse, c'est une catégorie. Ça veut dire qu'il va y avoir des neurones différents pour chaque catégorie, puis le neurone qui correspond à Convertible Car, il va être actif plus que les autres, puis ça va être une manière d'exprimer « Ah, je pense que c'est une voiture décapotable ». Et alors qu'avant les années 2000, on ne savait pas vraiment entraîner ces réseaux avec beaucoup de couches, dans les années 2000, on a vraiment trouvé des méthodes pour le faire. Et finalement, ça correspond à une hypothèse implicite sur la nature du monde qui nous entoure. En tout cas, une hypothèse qui, on ne sait pas si elle correspond à la nature du monde qui nous entoure, mais en tout cas, c'est une hypothèse que les humains exploitent. Puis en fait, si on pense à comment même des ingénieurs et des scientifiques comprennent le monde, bien, on divise notre compréhension du monde en petites parties qu'on peut décrire. C'est pour ça qu'on a des cours avec des modules, puis chaque cours est bien séparé, puis on écrit des encyclopédies avec des morceaux différents. Et ensuite, on peut combiner ces morceaux-là pour répondre à des nouvelles questions. Donc, il y a cette idée de composition de fonctions différentes sur lesquelles on peut aussi faire des maths intéressantes pour mieux cerner ce qui se passe. Il y a une idée aussi derrière cette structure des réseaux de neurones profonds dans laquelle, au fur et à mesure qu'on traite l'information depuis les pixels, comme ici, on a des caractéristiques de bas niveau, puis là, les neurones qui sont là détectent des bords, des choses très locales, très simples, puis les neurones qui sont là prennent les nombres qui sortent de là, puis ils détectent des choses un peu plus complexes, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que plus on monte dans le traitement, plus on arrive à des représentations abstraites, plus complexes. Puis à la fin, on a une catégorie là, qui est linguistique. Donc, il y a cette notion que les réseaux de neurones profonds pourraient peut-être découvrir des représentations. À chaque niveau, on a une représentation de l'image, mais sous une forme de plus en plus abstraite. Et au niveau le plus élevé, qu'est-ce qu'on aimerait voir? On aimerait voir probablement le genre de représentation tellement abstraite que c'est le niveau du langage. C'est le niveau qui nous permet de raisonner. C'est le niveau sur lequel on peut avoir une compréhension causale de la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé qui explique ce que je vois? C'est quoi les acteurs? C'est quoi l'action? C'est quoi les relations de cause et effet dans la scène que je vois? C'est quand on explique à quelqu'un verbalement une idée, une image, une vidéo, une histoire, on communique à ce niveau-là. On ne communique pas en donnant les pixels puis les bords dans les images. On aimerait que nos réseaux de neurones là, découvrent des représentations abstraites comparables à celles que nous, on utilise pour raisonner, pour planifier, etc., de manière explicite. Donc,
Donc, ça, c'est une... comment dire? C'est quelque chose sur lequel je vais revenir, c'est qu'on va aller encore plus loin sur les hypothèses qu'on fait sur le monde pour notre prochaine étape là, en intelligence artificielle, en travaillant encore plus sur cette idée de compositionnalité qui est aussi à la base de l'informatique, soit dit en passant. Donc, presque toute la théorie de l'informatique est basée sur le fait qu'on peut, par exemple, écrire des fonctions récursives qui vont appeler d'autres fonctions, etc., puis que, dans le fond, de manière très compacte, on peut décrire un ensemble de calculs très complexes grâce à la réutilisation de code. C'est ça que ça fait des appels de fonctions. Puis comment est-ce qu'on peut incorporer encore plus cette idée de compositionnalité dans des réseaux de neurones, dans l'intelligence artificielle? C'est quelque chose qui m'intéresse, puis je vais essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous là-dessus. Donc, si je reprends mon exemple là, où j'ai au bas niveau, là, mettons une image, une vidéo, là, comme on voit en haut à droite, avec un chat qui court après un écureuil. Si je décris cette scène-là au niveau des pixels, ça va être difficile, à travers ma description, d'imaginer comment je peux changer des morceaux, changer l'histoire, même exprimer ça de manière compacte. Alors que si je regarde comment je décris la scène en français, le chat court après l'écureuil, on voit qu'il y a une structure compositionnelle là-dedans. Je pourrais, par exemple, changer le mot chat pour le mot chien, puis ça reste une phrase qui a du sens. Tandis que si je prends, mettons, des pixels au hasard puis que j'échange pour autre chose, ça ne va pas être une image qui fonctionne en général. Je peux changer le sujet, je peux changer l'objet, je peux changer le verbe. Il y a une espèce de structure compositionnelle dans la langue naturelle que les linguistes, évidemment, étudient depuis très longtemps, puis qu'on n'a pas vraiment réussi à incorporer dans nos systèmes d'intelligence artificielle modernes avec l'apprentissage, mais qui donnerait une forme de compositionnalité qu'on aimerait ajouter puis qu'on n'a pas encore. Et ce que ça fait, cette forme de compositionnalité, c'est que ça nous permet, nous, les êtres humains, de comprendre quelque chose qui est improbable par rapport à tout ce qu'on a vu dans notre vie. Par exemple, on n'a jamais vu, probablement, vous n'avez jamais vu d'autobus-chat. Mais si je dis « attention à l'autobus-chat », vous allez comprendre quand même. Puis peut-être que vous allez vous imaginer quelque chose comme ça. L'esprit humain est capable de généraliser d'une manière plus puissante que ce qu'on appelait, disons, ce qu'on appelle l'apprentissage statistique, où on s'intéresse à une distribution de données, puis on veut s'assurer que notre prédiction apprise va fonctionner sur des exemples tirés de la même distribution. Les humains sont capables de généraliser d'une manière qui leur permet de comprendre puis de donner les bonnes réponses dans des situations qui ne correspondent pas à leur réalité normale. Quand vous lisez un roman de science-fiction, les situations qui sont décrites probablement ne peuvent pas arriver. La probabilité que ça arrive, c'est 0. Mais vous comprenez quand même. Ça a l'air simple pour vous, mais ça ne l'est pas pour la machine. Si on entraîne des systèmes modernes d'intelligence artificielle, l'apprentissage profond et tout, l'état de l'art, puis qu'on leur donne ensuite des données qui viennent d'une distribution qui aurait une probabilité 0 finalement, qui serait improbable par rapport à ce qu'ils ont déjà vu, ça ne va pas bien fonctionner. Donc, même si on a des systèmes qui sont époustouflants, leur capacité à généraliser puis donc à comprendre en fait ce qu'ils observent est qualitativement, et pas seulement quantitativement, inférieure à ce que les humains sont capables de faire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, oui, donc ça, c'est pas mal étudié en statistique et les humains font beaucoup mieux. Et il y a eu pas mal d'articles dans les dernières années qui essayent de creuser ça, construire des jeux de données d'entraînement
on entraîne un système, puis là, on a un jeu de données de test où on change un peu la donne. Par exemple, des paires d'objets qui n'ont jamais été combinés dans les images d'entraînement, mais dans le fond, c'est quand même les mêmes objets, les mêmes attributs. C'est juste qu'il y a des configurations qui sont systématiquement pas présentes dans les données d'entraînement. Et vous, si vous voyez ce genre d'image-là, vous n'allez même pas réaliser qu'il y a des trous dans la grille, là. Mais la machine, elle va comme surapprendre, elle va se spécialiser sur ce genre de données-là. Puis même si, dans le fond, on va même remettre les mêmes genres d'objets, c'est juste qu'on va être dans des configurations nouvelles. C'est comme aller sur une autre planète, là. Vous n'avez jamais vu ça, mais vous pouvez l'imaginer quand même. Vous allez comprendre ce qui se passe. La machine, elle, pour l'instant, elle a de la difficulté avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Au niveau théorique, c'est intéressant aussi parce que toute la théorie mathématique de l'apprentissage automatique est basée sur l'idée que la distribution des données, il n'y a qu'une seule distribution. C'est la distribution, c'est-à-dire le genre de configuration qu'on obtient, c'est ça. Il n'y en a pas d'autres. Et puis, on s'intéresse à généraliser seulement à ces données-là. Mais dans le vrai monde, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le monde change. Ou bien, on a des données qui sont prises d'un pays, puis après ça, si on regarde les données qui viennent d'un autre pays, ce n'est pas la même distribution. Il y a des choses qui ne sont pas pareilles. Donc, il y a des changements de distribution dans la réalité avec lesquels les humains s'adaptent facilement. Et même notre théorie, donc ce n'est pas seulement nos algorithmes qui ne fonctionnent pas bien. La base théorique n'est pas bonne. Okay? Parce qu'elle fait des suppositions sur ce qu'on appelle la stationnarité, là, que les choses ne changent pas, la nature des choses ne change pas, la distribution ne change pas. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse IID, là, que les données sont tirées de la même distribution, de la même manière. Et ça, bien, malheureusement, ça marche quand on tire des dés, ça marche quand on a une tâche très précise qui ne change jamais dans le temps. Mais quand on déploie l'intelligence artificielle dans l'industrie, dans les applications, ça brise. C'est-à-dire que ça fonctionne, mais il y a une perte de performance quand les choses changent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs sources d'inspiration pour essayer de se sortir de ce problème-là. Une source d'inspiration qui peut nous venir de la physique, c'est de se dire, si on suppose que les nouvelles configurations qui nous intéressent ne viennent pas de la même distribution, il faut quand même qu'on suppose quelque chose, parce que si c'est n'importe quoi, comment est-ce que la machine va pouvoir dire quelque chose qui a du sens? Alors, ce qu'on peut faire, c'est de dire, bien, il y a des choses qui restent les mêmes, puis il y a des choses qui changent. Puis ce serait quoi qui serait naturel? Bien, pensons à la physique. Les lois de la physique ne changent pas, qu'on soit ici ou sur la Lune. C'est juste que l'état des atomes n'est pas le même ici que sur la Lune. Et donc, si on peut apprendre la mécanique du monde, tu sais, les lois physiques finalement, mais pas juste les lois physiques, ça on les connaît déjà, mais mettons par exemple comment les humains interagissent entre eux ou même au niveau de la chimie, par exemple, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire analytiquement et on a besoin des ordinateurs pour nous aider. En biologie, c'est encore pire. Donc, est-ce qu'il y a des régularités qui sont comme des mécanismes, disons, j'ai appelé des mécanismes causaux, qui, eux, ne changent pas, qui sont comme des lois de la nature? Les lois de la nature, ce n'est pas supposé changer. Mais simplement, les données qu'on a obtenues, elles viennent de la combinaison de ces mécanismes qui ne changent pas et d'états qui viennent d'une distribution qui peut être différente. Les configurations d'atomes sur la Terre et sur la Lune ne sont pas les mêmes, mais c'est les mêmes lois. Mais si on peut trouver ces lois, on va peut-être pouvoir généraliser même à des états qu'on n'a jamais vus. Et c'est plutôt ce genre d'hypothèse qu'on va chercher à exploiter. Donc, ça, c'est une source d'inspiration, finalement, la physique. Une autre source d'inspiration qui vient de la cognition. Donc, si on essaie de creuser un peu dans la tête des gens, comment ils font pour généraliser à des nouveaux cas? En fait, ce n'est pas complètement nouveau. Et la manière dont les humains réussissent à généraliser, c'est qu'ils représentent leur connaissance en différentes parties. J'ai dit tout à l'heure comment on organise la connaissance, comme on l'enseigne, par exemple.
on a structuré la connaissance en morceaux, en mathématiques. On va avoir des définitions, des théorèmes, etc. Des concepts, on va écrire des articles. Chaque article, idéalement, c'est une idée, etc. On essaye de couper ça en morceaux relativement indépendants qui, eux, sont relativement stables et solides. On espère que les articles scientifiques restent vrais, hein, même si les modes changent, par exemple. Donc, il y a cette notion de représentation de la connaissance qui, d'ailleurs, qui était très importante dans les débuts de l'intelligence artificielle classique, symbolique, là, avant que l'apprentissage automatique prenne son envol. Mais donc, mais on aimerait mettre de l'apprentissage là-dedans. C'est qu'on aimerait que l'apprenant puisse faire comme les humains, c'est-à-dire structurer ses connaissances en morceaux. Alors qu'aujourd'hui, on a des réseaux de neurones qui sont un peu des grosses boîtes noires homogènes, là, où ce n'est pas clair où l'information est stockée. C'est un petit peu partout là, mélangé. Donc, on va aller chercher l'inspiration de l'intelligence humaine. Et si on regarde de plus près, comment est-ce que les humains font face à des changements dans leur environnement? Par exemple, si vous avez conduit toute votre vie en Amérique du Nord, puis vous allez à Londres, vous louez une voiture. Là, on conduit de l'autre côté de la rue, comme vous savez, à gauche plutôt qu'à droite, et ça va être difficile pour vous. Mais si vous vous concentrez, surtout les premières heures, là, vous allez survivre. Ce ne sera pas facile, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans des situations comme ça, notre cerveau ne fonctionne pas de la même manière que, par exemple, quand on conduit notre voiture là, chez nous, puis qu'on prend notre chemin habituel, on peut faire autre chose en même temps. On n'a pas besoin de porter attention à ce qui se passe. Donc, si on regarde dans la tête des gens, là, ce qui se passe qui n'est pas pareil entre les comportements habituels, où on n'a pas besoin de se concentrer, on peut penser à autre chose en même temps, versus des comportements où on a besoin de se concentrer, on fait attention, on réfléchit et on peut expliquer à quelqu'un ce qu'on fait. Tandis que les comportements plus intuitifs, ça se passe à un niveau qui est moins verbal. Alors, cette idée d'avoir deux systèmes dans la cognition, un qui est plus intuitif, puis l'autre qui est plus verbal, qui est plus logique, c'est quelque chose qui a beaucoup été discuté en psychologie cognitive. Et il y a cette idée de système 1, système 2, d'inconscient puis de conscient. Puis les processus cognitifs, les genres de tâches qui sont adéquats pour l'un et pour l'autre sont différents. Si on regarde l'analogie, là, grosso modo, les réseaux de neurones qu'on a aujourd'hui, ils sont très bons pour ce qui correspondrait à, disons, des calculs dans notre tête inconscients. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'expliquer facilement comment on arrive à reconnaître une chaise. Et par contre, si je vous demande d'expliquer c'est quoi les nouvelles règles de la route là où vous êtes, c'est simple. Vous allez pouvoir construire une phrase, expliquer à quelqu'un d'autre qui vient d'arriver et qui ne connaît pas encore la situation. Donc, les connaissances qu'on peut manipuler à ce niveau plus conscient sont explicites, alors que les connaissances qu'on manipule quand on conduit notre voiture de manière automatique, avec la vision, le contrôle du volant et tout ça, c'est d'une nature différente qui est plus intuitive. Et ça peut nous donner des idées aussi pour comment on peut construire des ordinateurs qui vont pas seulement être capables de faire ça, c'est-à-dire une espèce de compréhension intuitive du monde, mais aussi ce type de cognition, donc plus conscient, qui permet de raisonner, de trouver une certaine cohérence dans les décisions qu'on prend et de pouvoir le communiquer de manière séquentielle avec le langage, etc. De pouvoir planifier, de pouvoir faire ce qu'on fait quand on programme, par exemple, ou quand on vérifie un théorème. C'est des choses qui sont parmi, en fait, ce que
l'informatique fait avec des séquences de calcul, des instructions, des recettes très claires qu'on peut demander à l'ordinateur de faire. Mais on n'a pas encore fait cette jonction là, entre ce type de calcul, qui est un peu l'informatique classique, mais où on doit précisément dire à l'ordinateur quoi faire, et ce type de calcul où la complexité est telle qu'on ne sait pas comment programmer l'ordinateur pour reconnaître un objet dans une image ou jouer au Go, mais il peut l'apprendre puis développer une espèce de compréhension intuitive. Et cette jonction-là, elle manque aujourd'hui. Puis c'est vers ça qu'on s'en va avec le genre de recherche que je fais et que d'autres font. Il y a une autre source d'information qui est très intéressante, c'est les théories, justement, qu'on fait en sciences cognitives sur la conscience. Alors, c'est tout un mot un peu lourd et chargé, là, le mot conscience, qui jusqu'à récemment était pas mal tabou en sciences, mais depuis une vingtaine d'années, en neurosciences cognitives, il y a une ouverture et de la recherche sérieuse qui se fait pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe dans notre cerveau, justement, pour faire la différence entre la partie consciente et la partie inconsciente de ce qui se fait dans notre cerveau. Et il y a une théorie qui s'appelle le Global Workspace Theory, il y a plusieurs théories, mais celle qui domine, selon moi, et qui m'inspire, en tout cas, elle rejoint, elle nous permet de rendre opérationnel peut-être des choses que le cerveau exploite pour faire face à ces tâches qui demandent de l'attention, qui demandent du raisonnement. Et entre autres, dans cette théorie, il y a un élément qui est une espèce de goulot d'étranglement. C'est-à-dire que l'idée, c'est que différentes parties de votre cerveau, qui sont comme différents experts, plutôt que de se parler directement, compétitionnent entre eux pour s'envoyer de l'information à travers un goulot d'étranglement où l'information passe par un très petit canal qui est votre mémoire à court terme, votre mémoire de travail. Et dans cette mémoire à court terme, il y a très peu d'informations qui passent comparé à la possibilité d'échange d'informations qu'il y a dans votre cerveau. Donc, c'est quand même étrange. Pourquoi on se rappelle juste de 5 à 7 ou 8 choses en même temps dans notre tête alors qu'on a une capacité de calcul phénoménale? Et mon hypothèse, c'est que cette contrainte-là, elle a un sens. Elle permet d'ajouter des contraintes qui vont faciliter justement cette capacité de système 2 de raisonnement. Et en gros, ça correspond à une hypothèse mathématique sur la forme des dépendances entre les concepts de haut niveau qui sont manipulés par notre cerveau. Et ces dépendances seraient éparses, c'est-à-dire que je vais donner un exemple là, ici. Prenons une phrase en français. Si je laisse tomber la balle, elle tombera au sol. On peut interpréter ça comme une prédiction sur ce qui arriverait avec cette balle dans certaines conditions. Mais être capable de... Et puis, c'est une prédiction qui s'avère juste la plupart du temps. Et ça, c'est étonnant quelque part qu'on est capable de prédire quelque chose aussi précisément à partir de si peu d'informations. Si on essaie de prédire ce qui va arriver dans un pixel d'une image, étant donné 2 ou 3 voisins de cette image ou n'importe quel 2 ou 3 autres pixels, ça ne marchera pas. Il faudrait avoir quasiment tout le reste de l'image, là, une bonne partie pour prédire ce qui va arriver dans ce pixel-là. Au bas niveau, ça ne fonctionne pas, cette idée de prédire quelque chose à partir de très peu d'éléments. Mais si on regarde comment on fonctionne en sciences, comment on fonctionne dans le langage, mettons les lois physiques ou ce que les gens font en chimie, en biologie, etc., souvent, ils essayent de décrire la réalité un peu comme avec cette phrase, c'est-à-dire une variable qui est déterminée par 2 ou 3 autres. C'est une équation avec peu de termes. Puis ça, on prend pour acquis que les choses sont comme ça, mais en réalité, c'est extraordinaire. Ce n'est pas naturel. C'est quelque chose qui est vrai parce qu'on a représenté l'information à ce niveau d'abstraction où cette contrainte-là est valide. Donc, voilà, on essaye de construire des systèmes d'apprentissage automatique qui ont un niveau de représentation plus abstrait où il va y avoir ce genre de contraintes. Là, je vois que le temps file. Je vais sauter quelques autres choses que j'avais à dire et je vais passer à des trucs beaucoup plus spéculatifs, quelque part, puisque j'ai abordé déjà un mot qui est inhabituel en sciences, qui est le mot conscience. Mais je vais vous parler aussi de
de libre arbitre. Où ça apparaît, ça? Rapidement, une des autres choses, c'est qu'au niveau abstrait, les mots qu'on utilise, souvent ont une connotation causale. Si vous regardez dans une phrase sujet, verbe, objet, souvent ça exprime une relation causale, le sujet agit sur l'objet. Presque toutes les phrases, finalement, ont des éléments qui nous parlent de relations de cause à effet. Alors, c'est comme si une grande partie de ce qui se passe à ce niveau abstrait qu'on voudrait pouvoir découvrir, apprendre, ça concerne des relations causales dans la réalité. C'est ce que je disais au début à propos de la physique, c'est les mécanismes, comment les choses sont reliées entre elles. Et bon, là, il y a une question que je me suis posée à un moment donné, oui, mais les lois de la physique, là, telles que je les connais, moi qui ne suis pas un physicien, ça ressemble, le temps est symétrique. Pourquoi est-ce qu'on parle de causes qui précèdent des effets alors qu'on pourrait inverser la flèche du temps, puis que finalement, cette notion de libre arbitre, qu'on peut choisir ce qu'on va faire, ça ne correspond pas à la réalité. Je comprends assez comment fonctionne notre cerveau pour savoir que c'est une machine très complexe, puis que je ne choisis rien du tout. Il se passe des choses mécaniquement, avec peut-être de l'aléa dans mon cerveau, qui font que je vais à gauche plutôt qu'à droite. Donc, pourquoi est-ce qu'on a cette impression de libre arbitre, puis quel rôle positif ça pourrait jouer dans notre capacité à comprendre le monde? Et la réponse qui me vient, après avoir réfléchi un petit peu à tout ça, c'est que le libre arbitre, c'est quelque chose qui nous permet d'imaginer ce qui aurait pu avoir lieu ou ce qui pourrait arriver dans le futur. Donc, même si dans le fond, on n'a pas vraiment le choix parce que notre cerveau va agir comme il doit agir, c'est utile de se poser la question, si j'agis comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Si j'agis comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ou même d'imaginer non seulement un futur alternatif, mais un passé alternatif. Si j'avais agi comme ça, qu'est-ce qui serait arrivé? Donc, pour pouvoir entretenir ce genre de réflexion qui est très utile à ce niveau de compréhension abstraite du monde, compréhension causale du monde, bien, il faut que je joue le jeu comme si j'aurais pu agir différemment ou comme si je pourrais agir différemment dans le futur. Okay? Donc, ce libre arbitre est important pour ça. Puis, ouais, je vais sauter ça. Puis, la flèche du temps dont je parlais, donc les lois de la physique ont l'air pourquoi est-ce que c'est la cause qui doit précéder l'effet? Alors que si je joue une vidéo de boules qui se promènent dans une chambre, je peux prédire, je peux jouer le vidéo à l'envers ou à l'endroit dans le temps, puis si j'observe les positions et les vitesses des boules, je ne pourrais pas faire la différence entre une vidéo qui joue dans un sens ou dans l'autre. Mais faisons une expérience un petit peu différente. On va enlever une cloison qui empêchait les boules de sortir de la partie gauche. Là, ce qui va arriver, c'est que éventuellement, les boules vont se retrouver plus ou moins réparties un petit peu partout. Mais si je suis un observateur qui connaît précisément la physique et qui connaît les positions et les vitesses des atomes, des boules, je peux aussi facilement dire que de là, on va arriver à là, mettons, 1 minute plus tard, ou de dire en regardant ça qu'1 minute plus tôt, on était là. Parce que c'est inversible. Mais ça, c'est si je suis capable de faire des calculs très précis et puis que je connais la position et la vitesse des atomes. Mais si je ne connais pas précisément la position et la vitesse des atomes, parce que je ne suis pas un observateur omniscient, j'ai accès à une information partielle. En fait, je ne vois même pas où sont les boules. Je vois juste comme il y a une certaine densité de boules à gauche. J'enlève la partition, pouf, quelques minutes plus tard, c'est tout réparti partout. Là, la situation vient d'être complètement différente. Je peux facilement prédire que à partir de là, quand je vais ouvrir la partition, ça va se répartir. Mais c'est quoi les probabilités que de ça, on revienne à cette position-là? C'est quasiment 0. D'accord? Donc,
là, je parle de probabilité parce que je n'ai pas toute l'information. Fait qu'à partir du moment où il nous manque de l'information comme observateur, puis nous, on est des observateurs macroscopiques, on ne voit pas tout, bien, l'espèce de symétrie dans le temps est brisée. Il y a effectivement un ordre, la cause précède l'effet, puis ça devient censé de dire si j'agis de telle manière, ça va avoir telle conséquence plus tard. Puis ce n'est pas vrai que si j'agis sur la conséquence, ça va changer quelque chose dans le passé. Donc, voilà, c'est un peu fascinant tout ça. Je vais terminer sur un peu rapidement les directions dans lesquelles on s'en va pour avancer avec tout ça. On essaie de développer des algorithmes qui vont partir des données brutes comme des images, puis découvrir des représentations abstraites, c'est-à-dire des graphes dont les nœuds représentent des concepts comme des mots en français et des liens entre ces variables-là qui correspondent à des mécanismes causaux qui expliquent les relations entre ces variables-là. Un des éléments sur lesquels on travaille, c'est comment un réseau de neurones peut générer, synthétiser finalement des hypothèses sur les relations causales qui existent entre les choses de haut niveau qu'il doit découvrir, qu'on ne leur donne pas nécessairement directement à la base. OK, je vais arrêter ici pour avoir un petit peu de temps pour répondre à vos questions et merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. C'est bon? Merci beaucoup, Yoshua, pour cette très belle conférence. Donc, je vais prendre des questions. On va alterner entre les questions de la salle et celles du chat. Donc, si quelqu'un veut poser une question, il y a deux micros de part et d'autre de la salle. Mais il faut se diriger vers le micro pour poser la question. Comme ça permettra aux gens qui sont à distance d'entendre la question. Voilà. Merci pour la brillante présentation. En fait, je n'ai pas une question, mais j'ai 3 questions. Je vais essayer de les poser un peu plus rapidement. La première, c'est par rapport au sujet de la conscience. Je sais que c'est quelque chose qui vous est très cher. Alors, vous vous imaginez, dans combien de temps vous vous imaginez qu'on atteindrait une intelligence artificielle humaine qui pourrait d'une manière ou d'une autre approximer de manière très proche ce que nous, les humains, nous sommes en mesure de faire. C'est-à-dire, vous avez donné l'exemple, par exemple, du fait que si on me demande de décrire les règles, les codes de la route, je peux le faire. Mais comment est-ce que je peux traduire ça de manière en langage binaire ou bien en hypothèse à une machine? Et comment est-ce qu'elle pourrait en apprendre de cela pour se rapprocher un peu plus de quelqu'un comme moi? Je vais y prendre une à la fois parce que ma capacité de mémoire de travail, elle est réduite. Okay. Donc, je n'ai pas de boule de cristal, personne n'en a. Puis s'il y a des gens qui vous disent oh, en 2047, on va avoir l'intelligence artificielle de niveau humain, c'est des charlatans. Mais cela étant dit, je pense que ça pourrait arriver quand même dans les prochaines décennies, sauf que je ne pense pas que ça va arriver qu'il va y avoir un jour où « Ah, ça y est, on a trouvé comment ça marche ». Il y a plus de chances qu'on voit des progrès dans certains domaines avant d'autres domaines, etc. Donc, cette notion qu'il y aura une espèce de transition magique, là, j'y crois pas trop. OK. La deuxième question va spécialement dans ce sens d'un domaine qui serait peut-être prisé plus que l'autre. J'ai grand intérêt aux applications de l'intelligence artificielle dans le domaine de la biologie et tout le reste. Je vais parler d'AlphaFold et tout le reste qui a fait un progrès énorme. Alors, je me demande, qu'est-ce que vous pensez dans le domaine de la biologie, par exemple, la découverte de médicaments avec la COVID à laquelle on a fait face, ainsi de suite, dans un futur lointain,
quel genre, quelle prédiction vous donnez? On a trop d'algorithmes aujourd'hui comme l'apprentissage profond, l'apprentissage par renforcement et tout le reste. Qu'est-ce qui pourrait nous aider de manière un peu plus concrète et plus, peut-être plus rapide à pouvoir apporter ces solutions-là aux problèmes de la vie réelle et courante? Oui, je pense qu'il y a tout un domaine d'application de l'intelligence artificielle qui reste encore assez ouvert. C'est celui de la découverte scientifique, c'est-à-dire d'aider les scientifiques dans leur entreprise de comprendre la nature. Puis en biologie en particulier, je pense qu'on est mûr pour ça. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir les possibilités avec la biotechnologie de mesurer une quantité incroyable de données sur ce qui se passe dans la cellule, l'expression omique de toutes sortes. Et aussi, on est capable d'intervenir, c'est-à-dire de faire des expériences, de perturber la cellule, de mettre des médicaments et voir ce qui se passe, etc. Et c'est quelque chose qui est rendu un peu difficile pour les chercheurs parce qu'ils ont la possibilité de faire des milliers d'expériences, des dizaines de milliers d'expériences, mais lesquelles faire, puis comment analyser des quantités de données énormes qui viennent de ces expériences. Et je pense qu'il y a des algorithmes qui sont en train de se développer, qui vont pouvoir aider les scientifiques justement dans cette exploration dans l'espace, par exemple, des médicaments ou dans l'espace des mécanismes causaux qui pourraient expliquer les chemins d'influence dans la cellule, par exemple. Donc, je suis assez enthousiaste et optimiste sur ces possibilités-là, mais ce n'est pas seulement en biologie. Je pense que dans les sciences de la nature, dans la découverte de nouveaux matériaux, par exemple, quelque chose qui m'intéresse, les mêmes idées vont pouvoir s'appliquer. Donc, quand on a des expériences qu'on pourrait faire, puis qu'il y a beaucoup de données qui vont sortir de ça, et qu'on aimerait utiliser la machine pour nous aider à formuler des hypothèses et proposer des nouvelles expériences pour réduire l'incertitude sur ces hypothèses, on commence à avoir les outils mathématiques pour faire ce genre de choses. Dans cette même logique, vous avez parlé de plusieurs algorithmes, plusieurs algorithmes qui se développent. On a le supervise, c'est pas ça, doit être l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, et puis il y a récemment la théorie de Yann LeCun sur l'apprentissage demi ou bien à moitié supervisé, qui fait pas mal de grandes choses déjà. Est-ce qu'on se tend vers une révolution, bien une autre période où on va voir émerger d'autres types d'apprentissage? Si oui, lesquels par exemple? Je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que beaucoup des idées qui étaient ce que tu as dit dans des différents types de méthodes d'apprentissage se rapprochent. Par exemple, l'apprentissage profond puis l'apprentissage par renforcement, c'est devenu presque une seule chose aujourd'hui. L'apprentissage non supervisé peut être combiné avec des données. Donc là, c'est un peu du semi-supervisé. Je pense qu'on va vers une unification de ces concepts-là, si on veut s'approcher du genre de capacité que les humains ont, ce n'est pas aussi, disons, séparé dans des cases qui ressemblent à ce qu'on a vu jusqu'à présent où les algorithmes étaient très limités dans leur capacité. Donc, comment on va appeler ça dans le futur? Là, je ne peux pas répondre à ça, mais je pense qu'on va vers une espèce d'unification plutôt de ces manières de penser l'apprentissage. Peut-être on va donner la chance à quelqu'un d'autre. Okay. Une question d'actualité, comment l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique peut aider dans la lutte contre les changements climatiques? Comment tu vois ce grand domaine-là? D'abord, je pense que c'est très important et je te remercie d'avoir posé la question. Il y a énormément de recherches qui se font dans ce domaine-là. On peut, sans utiliser des méthodes révolutionnaires en apprentissage automatique, déjà utiliser leur capacité prédictive, par exemple, pour prédire la demande, pour
optimiser l'utilisation de ressources énergétiques, pour réduire, par exemple, la dépense d'énergie dans les bâtiments. Et un des sujets pour modéliser le climat mieux, donc je parlais de découvertes scientifiques, mais tu sais comment, dans ce cas-là, on peut faire des modèles mathématiques plus efficaces à grande échelle que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Il y a pas mal de recherches qui se font dans ce sens-là, ou pour modéliser des phénomènes pour lesquels on n'a pas de bonne caractérisation mathématique, comme le mouvement des nuages, qui sont très importants parce qu'ils bloquent la lumière. Et donc, comprendre ça, ça va être très, très, très utile. Un sujet qui m'intéresse moi personnellement, c'est la découverte de nouveaux matériaux, parce qu'on pourrait servir de ces outils-là pour, par exemple, capter le carbone de manière beaucoup plus efficace qu'on est capable de le faire aujourd'hui. Il faut faire attention à ne pas mettre tous nos œufs dans ce panier-là ou n'importe quel autre panier. En fait, il n'y a pas de killer app pour l'instant dans le côté climat avec l'intelligence artificielle. Les vrais changements, ils vont nécessiter une volonté politique. On ne va pas être sauvé par la science, là. Il faut le faire, mais il ne faut pas compter là-dessus parce que de toute façon, c'est de la recherche, c'est risqué. On ne sait pas si ça va fonctionner, combien de temps ça va prendre. Donc, il y a un travail qu'on doit tous faire comme citoyens et surtout nos gouvernements. Mais pour ça, il faut que nous, on leur envoie le message qu'il faut que ça change. Et dans ce sens-là, on a récemment mis en ligne, il y a quelques semaines, un site web pour aider les gens, donc avec l'intelligence artificielle, qui utilisent des visualisations, comme ce que j'ai montré tout à l'heure, des visualisations de ce qui pourrait arriver avec les changements climatiques. Par exemple, si votre maison était inondée ou si on était dans un quartier où il y avait des feux comme en Californie ou du smog, pour essayer de rendre finalement plus émotionnellement intégré ce qui s'en vient, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens acceptent l'idée qu'il y a des changements climatiques, que c'est causé par l'humain, mais ça reste à un niveau rationnel, puis ils ne changent pas leur manière d'agir ou le message qu'ils envoient à leur gouvernement. Donc, il y a comme un décalage qui vient de biais cognitifs. Et ça, c'est intéressant de travailler avec les gens, justement, en psychologie, puis de trouver des manières d'aider les gens à mieux intégrer cette compréhension. Mais il y a beaucoup d'autres domaines, puis il y a beaucoup qui s'écrit. On a écrit un article d'une centaine de pages qui fait un survol des méthodes en IA pour tous ces objectifs. Merci de la question. Transmettre une question du Oui. chat. Donc, Blanche Paquette vous demande si finalement vous tendez à collaborer pour trouver la source de l'intuition humaine et est-ce que vous en êtes prêt? Enfin, j'imagine que c'est ce que... La source de l'intuition humaine, oui, en fait, je dirais qu'une grande partie des avancées qu'on a obtenues avec l'apprentissage profond, c'est proche de ce qu'on pourrait appeler l'intuition chez l'humain. Évidemment, on ne comprend pas assez le cerveau, puis il y a sûrement des choses qui nous manquent, mais clairement, les forces des systèmes qu'on a, ça correspond aux forces cognitives de l'humain qui utilise son intuition brute sans réfléchir. Donc, et en même temps, les faiblesses. Donc, par exemple, la capacité d'interpréter les décisions qu'on a choisies. Une grande partie des décisions qu'on prend, ça vient d'un calcul qui se passe dans notre tête auquel on n'a pas accès, donc qui est intuitif. Mais en général, on est capable de raconter une histoire pour que ça puisse guider quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'explication complète parce que quand on essaie d'écrire un programme qui serait basé sur l'explication qu'un humain donne sur sa décision, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas suffisant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les méthodes basées sur les connaissances purement explicites et symboliques n'ont pas vraiment débouché. Alors, le gros progrès, vraiment, ça a été ces réseaux de neurones un peu intuitifs. Donc maintenant, ce qui nous manque, c'est plutôt le côté connecter ça avec la capacité à raisonner et pas deux mondes séparés qu'on ne sait pas encore comment mettre ensemble. Il y a quelqu'un là-bas qui est au...
Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Ça va un petit peu dans le même sens. Quelle va être la portion émotionnelle d'un calcul dans l'intelligence artificielle pleine conscience? Parce que l'intuition vient avec, on parlait tantôt de la voiture, se concentrer, ben, c'est parce que j'ai une peur d'un accident. Oui. Que... L'intuition puis l'émotion, c'est deux choses différentes. Donc là, on a des systèmes, disons, intuitifs qui pourraient sûrement être améliorés, là, mais quand même qui sont essentiellement des systèmes intuitifs. On ne peut pas vraiment dire qu'il y ait d'émotions. En tout cas, si on leur prête des émotions, c'est des émotions très primaires. Donc, par exemple, si on regarde le système qui a appris à jouer au jeu de Go, ben, dans le fond, il évite de perdre. Puis la peur, c'est ce qui nous pousse à éviter de nous mettre dans des situations pénibles et douloureuses, etc. Donc, c'est comme s'il cherche sa récompense, il cherche son plaisir, puis il évite la souffrance, mais c'est très primaire. Les émotions humaines couvrent une palette riche de contextes qui correspondent à différentes émotions. Et ça, on est très loin même de le comprendre à un niveau où on peut mettre ça dans l'ordinateur. Donc, j'imagine que des chercheurs dans le futur vont creuser ça plus. Et est-ce que, par ailleurs, est-ce qu'on veut construire des machines qui ressentent les mêmes choses que nous, qui ont des émotions? Bien, peut-être, peut-être pas. Par exemple, une émotion que je pense qui est très, très importante et qu'on n'a pas encore mis dans l'ordinateur, mais qui va être importante pour notre survie, c'est l'empathie. C'est-à-dire, c'est quoi dans le fond l'empathie, là? Ça veut dire que l'objectif de la machine n'est pas de résoudre un problème. L'objectif de la machine est de faire en sorte que les êtres humains soient contents ou ne souffrent pas. Donc, c'est comme l'empathie, c'est de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, puis la compassion, ce serait d'agir en fonction de ça. Donc, quand on comprend ça, on peut voir que ça va être important pour les IA plus puissantes du futur qu'ils incorporent ce genre d'émotions-là. Sûrement d'autres aussi, mais je pense qu'on est vraiment loin, là. Pour l'instant, c'est très, très primitif. Merci. Moi, c'est juste une question concernant l'actualité. Il y a beaucoup de recherches qui se fait pour la conduite de véhicules autonomes. Mais là, oui. Vous venez de nous mentionner un ensemble de limites de l'AI. Oui. Comment est-ce que vous vous réconciliez ou quelle est votre position par rapport à ça? Il n'y a rien à réconcilier. Il y a des vendeurs de voitures d'un côté, puis il y a des chercheurs de l'autre. Non, mais je veux dire au niveau de la sécurité, est-ce que vous prendriez une voiture autonome, notamment? Disons que je ne lâcherai pas le volant trop ou je resterai attentif parce que il n'y a pas assez de statistiques pour l'instant. Mais ce que les chercheurs industriels là, qui travaillent là-dessus ont réalisé, c'est que c'était très facile de construire des machines avec l'apprentissage profond qui comprennent assez la vision puis qui peuvent contrôler, détecter où est la route, voir s'il y a des obstacles, etc. J'ai vu des gens fabriquer des trucs comme ça en 2 mois. Okay? Puis c'est tellement facile qu'ils se sont dit, bon, on a fait 80% du chemin. Dans 2 mois ou dans 6 mois, on va être rendu à la conduite humaine. Non, parce que les débuts sont faciles, mais après, il faut réaliser que les êtres humains sont incroyablement performants comme conducteurs automobiles et qu'on fait, mettons, je ne sais pas les vraies statistiques, là, mais mettons, un accident arrive tellement rarement, et surtout un accident mortel ou grave, que d'un point de vue statistique, si on voulait comme amasser des données qui illustrent comment éviter les accidents, bien, il faudrait ramasser beaucoup plus de données que ce qu'on a pour l'instant, avec les méthodes d'aujourd'hui. Puis justement, c'est relié à ma discussion. Moi, dans ma vie, j'ai fait un accident. Non, 2 en fait. Mais en tout cas, un vraiment plus sérieux. Comment est-ce qu'à partir d'un exemple, puis mon premier accident, j'avais 18 ans, bon, j'étais peut-être moins mature, là. Comment est-ce qu'à partir d'un seul exemple, un être humain va
apprendre à éviter les accidents dans le futur. Puis avant que j'ai mon accident, j'ai quand même conduit. Comment je faisais avec 0 exemple? OK? Donc, c'est pour ça que je pense que pour résoudre ce problème de la conduite automobile, il faut résoudre ce problème de généralisation très, très loin des données dans des situations qu'on n'a jamais vécues, qu'on vivra peut-être jamais, mais qui peuvent arriver assez rarement. Puis sur des centaines de millions ou des milliards de conducteurs, bien, il va en avoir. C'est juste que dans l'expérience d'une personne, c'est tellement rare que c'est clair que la manière dont nous, on apprend à éviter des accidents, ce n'est pas quelque chose qu'on a aujourd'hui dans la machine, mais qu'il faudra que les machines ont pour être vraiment sécuritaires. Bonsoir. Merci pour la présentation. Donc, ma première question, elle est relative, enfin, elle rejoint le point qu'a évoqué l'autre personne, qui est par rapport aux émotions. Les émotions, en fait, elles biaisent un peu nos raisonnements rationnels. Et ouais. Puis, je voudrais savoir, en fait, si les machines Elles sont aussi nécessaires, par contre. Oui, exact. Donc, elles sont nécessaires, mais est-ce que les machines actuellement peuvent, ou vous pensez que dans un futur proche, elles pourront avoir cette capacité à faire… parce que je sais que même du côté humain, on n'a pas encore cerné en fait l'interaction entre les émotions puis leur influence sur les raisonnements. Donc, moi, je pense que est-ce qu'il faudrait déjà cerner ça d'un point de vue de comprendre l'homme avant de pouvoir intégrer ça dans la machine? Ou il pourrait y avoir c'est comme des… disons que les gens en intelligence artificielle, la plupart des chercheurs puis des ingénieurs ne se posent pas tellement la question de est-ce qu'on devrait imiter telle ou telle chose de l'être humain? Ils se posent plutôt la question, c'est quoi le problème qu'on a à résoudre? Quel genre de solution on peut aller chercher? Puis occasionnellement, s'inspirer de l'humain si ça pourrait être une source d'inspiration pertinente. Donc, je pense qu'il faut commencer par se poser la question, à quoi servent les émotions? Puis progresser un peu sur ce chemin-là. Un peu comme j'ai parlé de la conscience, qui c'est encore autre chose, mais une grande question philosophique et de psychologie cognitive, c'est à quoi ça sert la conscience? Puis, je pense qu'on commence, en tout cas, on commence à avoir des réponses. On est loin de comprendre ça, mais on commence à avoir des réponses. Puis, plus on développe cette compréhension chez l'humain, plus on peut se dire, OK, voilà la fonction pour un agent intelligent qui doit se débrouiller, faire face à des problèmes. À quoi ça sert? Une fois que plus on comprend ça, plus on peut l'intégrer dans des machines. Mais comme tu dis, au niveau des émotions, on n'est pas non plus très, très avancé et il y a encore un chemin à faire. En rapport avec la compartimentation du savoir, donc, oui. Naturellement, on a tendance à compartimenter le savoir, mais le savoir explicite. Le savoir explicite, exact, oui. Donc, le problème, c'est qu'en fait, à force de compartimenter, on finit, donc, comme vous avez dit tout à l'heure, avec plusieurs… vous avez parlé de cours, donc, puis au niveau de l'université, les disciplines, c'est redevenu, en fait, les chercheurs, je pense qu'ils ont pris conscience qu'ils devaient être plus transdisciplinaires. Et que je voulais savoir, puis je pense d'après certains retours de certains universitaires, il paraît que c'est encore un grand enjeu au niveau de l'université à cause des budgets donc, qui sont alloués à chaque discipline. Puis je voulais savoir, est-ce qu'une discipline comme l'intelligence artificielle pourrait permettre dans un futur donc, d'aller vers peut-être des formations plus transdisciplinaires? Il y a plusieurs aspects lesquels je pourrais dire quelque chose. Premièrement, la recherche en intelligence artificielle est elle-même très multidisciplinaire parce que j'ai parlé de physique, j'ai parlé de mathématiques, j'ai parlé de sciences cognitives, j'ai parlé de neurosciences, d'informatique évidemment, mais aussi beaucoup de ce qu'on fait, incluant de ce que je fais moi, en intelligence artificielle, c'est souvent connecté à des domaines d'application. On a parlé de biologie tout à l'heure, changement climatique, climat. Bon, il y a plein d'applications en santé, en environnement, en éducation. Fait
Facebook, évidemment, Amazon et compagnie. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de chercheurs qui deviennent un peu multilingues là, entre l'intelligence artificielle et au moins un domaine dans lequel ils vont avoir une expertise. Maintenant, est-ce que l'intelligence artificielle, par sa nature, va nous aider à connecter les domaines? Puis est-ce qu'il y a quelque chose dans l'intelligence artificielle qui aurait une nature qui pourrait nous amener à plus de ces connexions? Bien, je pense que oui, il y a un phénomène intéressant dans l'intelligence humaine qu'on essaye de répliquer, mais qu'on est loin d'avoir vraiment compris. C'est la capacité de voir des analogies, c'est-à-dire de créer des ponts abstraits entre ce qui est potentiellement des domaines différents de compréhension et du savoir. En tout cas, moi, comme chercheur, là, ça pouffe comme ça, là, des connexions souvent, puis c'est pas souvent c'est transdisciplinaire ou ça connecte des domaines de la connaissance qui semblent pas reliés. Puis ça, c'est vraiment utile. C'est vraiment utile pour nous, les êtres humains, mais ça serait utile pour les ordinateurs aussi, évidemment. Bonsoir. On fait l'hypothèse anthropomorphique un peu forte de dire que les représentations à haut niveau existent parce que nous, les humains, on les a et que ces mêmes représentations peuvent être atteignables par les machines, ce qui est un peu une hypothèse. Nous, on est des machines. Je viens à ça justement parce que le contenant de notre conscience, le cerveau, finalement, est matériellement différent des ordinateurs. Donc, est-ce qu'une révolution, ce serait justement d'avoir une nouvelle informatique qui est basée soit sur un matériel nouveau ou sur des approches nouvelles, si on veut pousser par exemple l'analogie avec la physique, par exemple le calcul quantique, qui serait différent du calcul qu'on connaît binaire et qui amènerait des choses vers une nouvelle direction qui n'existe pas encore. Il y a une personne un peu isolée du reste de la communauté qui croit ça, là, Roger Penrose, qui est quand même quelqu'un de très connu. Mais en même temps, ce n'est pas un biologiste. Et parmi les biologistes, ce n'est pas non plus une hypothèse qui est vraiment acceptée, mais c'est une hypothèse que le calcul dans le cerveau dépend de capacités un peu qu'on ne peut pas répliquer avec le calcul classique et qu'il faudrait du calcul quantique pour faire ça. Moi, tout ce que j'observe depuis des décennies en intelligence artificielle et avec mon travail avec les réseaux de neurones et les succès que ça a, la réponse est non. On n'a pas besoin de calcul quantique pour répliquer un certain nombre de capacités de l'intelligence humaine. Maintenant, évidemment, on n'est pas rendu au niveau vraiment d'intelligence des humains, donc on ne sait pas. Mais quand même, tous les indices qu'on a, c'est du traitement d'informations qui se passe dans le cerveau. Je ne peux pas rejeter l'hypothèse dont tu parles, et puis ça vaut la peine qu'il y ait des gens qui explorent, parce que c'est ça la science, hein, c'est explorer beaucoup d'hypothèses différentes. Mais si je devais faire un pari, je dirais non. Je pense que ce qui est important dans ce qui se passe dans les neurones, c'est la transmission d'informations d'un neurone à l'autre et l'intégration d'informations qui se passe à l'intérieur des neurones. Puis c'est pas mal ce qui a été l'hypothèse dominante depuis des décennies, là, depuis un siècle quasiment. Ça n'a pas été vraiment remis en question par quelque observation que ce soit. Okay, merci. Pour conclure, j'aimerais donc remercier de la part du CRM. D'accord, on va prendre une dernière question alors. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'aimerais savoir, vous avez parlé de généraliser. Oui. J'imagine que généraliser, ça vient avec des biais. Peut-être, ça vient avec une certaine réflexion éthique, voire morale. Puis je me demandais, en tant que scientifique, ou bien en tant qu'ingénieur qui conçoit des algorithmes d'intelligence artificielle, quelle est notre responsabilité d'un point de vue éthique? Est-ce que vous pensez que c'est juste l'affaire des gouvernements, voire du législateur tout simplement, ou on a une certaine responsabilité là-dedans? Alors, si oui, lesquelles? Merci beaucoup de la question. C'est un sujet qu'on n'avait pas encore abordé ce soir, mais qui est très proche de mon cœur. Et oui, on a une responsabilité. Jusqu'à peu près aux années 2010, pas mal de ce qu'on faisait, c'était dans les laboratoires d'université.
Et puis, depuis 2012, là, grosso modo, là, ces algorithmes se retrouvent dans vos téléphones, puis dans vos ordinateurs, puis ils vous suivent, ils vous traquent. Et ils sont lâchés lousses dans la société, dans de plus en plus de secteurs, et ce n'est pas terminé, c'est juste le début. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas juste faire nos recherches ou développer des produits en focusant uniquement sur un objectif technique pointu, mais on doit se poser la question, quel va être l'impact sur la société? Comment ça pourrait être utilisé? Comment ça pourrait être mal utilisé? Comment ça pourrait être abusé, comment ça pourrait déraper. Puis on n'aura pas nécessairement toutes les questions, mais tous les acteurs de la chaîne, là, du chercheur à l'ingénieur, aux entrepreneurs, au gouvernement, aux éducateurs, parce qu'il faut aussi que les citoyens comprennent ce qui se passe pour pouvoir participer au choix démocratique qui s'impose. C'est pas, les gouvernements tout seuls, là, ça n'existe pas. Ils agissent parce que les gens exigent qu'on aille dans une certaine direction, qu'on résolve certains problèmes. Donc, oui, on a tous une responsabilité, puis plus on comprend le problème et plus on a responsabilité. Donc, les chercheurs, même s'ils sont un peu loin, les chercheurs comme moi, où on n'est pas ceux qui fabriquent des produits, là, mais on a quand même une responsabilité de s'exprimer là-dessus en public, d'influencer les gouvernements, d'aider à éduquer la population pour s'assurer que les gens comprennent les dangers de la mauvaise utilisation de quelque chose qui devient de plus en plus puissant. Et donc, oui, la réponse est un gros oui. Merci pour la question. Je voudrais remercier maintenant de la part du CRM